Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Bonjour Jessica. Bonjour Marine, bonjour tout le monde. Je vois le nombre des participants là qui commence à grimper. Donc on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte, mais ravie de t'accueillir dans ce live chance Je suis trop contente. pour qu'on parle un peu de ta vie professionnelle et des différentes bifurcations. Il y en a eu plusieurs, donc c'est chouette. Oui. Je vois que les personnes commencent à dire bonjour dans le chat, donc trop chouette. Bonjour à toutes et tous. N'hésitez pas justement à utiliser ce chat. L'idée, ce sera que ce soit interactif avec Jessica pour qu'on puisse aussi répondre à vos questions. Je ne sais pas si tu vois le chat aussi de ton côté. Oui, je vois, et je vois même qu'il y a des hommes, ce qui est très rare dans ma communauté, donc ça, ils doivent venir de chez vous. Ouais, tu sais quoi, Bliss, il y avait aussi le live Bliss qu'on a fait il y a une semaine ou deux, il y avait aussi des hommes. Ok, trop Donc, bien. tout est possible. Et tu vois, il y en a pas mal. Je vois un David, je vois un Patrick. Oui, Et puis évidemment, bonjour aussi à Muriel, Aurélie. Anaïs, Charlotte, Morgane, Ouais, Niki, il y a du monde, il y a du monde. trop sympa. Euh, alors, il y a Kenda, notre coach. Hello, impossible de rejoindre la scène, sorry. Intéressant. Alors, attends, Kenda, est-ce que je peux t'inviter? Nous avons notre coach qui est connecté mais qui ne peut pas monter sur scène. Je vais essayer d'arranger ça tout de suite. Trop sympa, il y a plein de monde. Ouais. Voilà. Je pense que c'est de ma faute. J'ai dû ne pas mettre Kenda comme des invités. Ce qui explique pourquoi Kenda ne peut pas venir. Alors, hop, j'ajoute maintenant Kenda et après nous allons pouvoir commencer le live. Hop. N'hésite pas si tu veux papoter avec les gens pendant ce temps-là, Jessica. Euh, ce qu'on s'est dit avec Marine, c'est que j'allais aborder, enfin, on allait aborder les différentes étapes professionnelles relativement rapidement, sachant que je suis très bavarde. Donc, sur chaque étape, je peux passer beaucoup de temps ou un peu de temps. Et donc, on allait partir sur une base légère pour vous laisser poser des questions sur les points en particulier que vous aimeriez approfondir. Parce que si je me lance, moi, vraiment dans le détail de chaque étape, l'heure va passer, il n'y aura plus de temps pour les questions. Donc je pense qu'on va partir comme ça. Et donc, n'hésitez pas, si je passe rapidement, enfin trop rapidement à votre goût sur certains éléments, à mettre des questions sur le chat. Et comme ça, je m'y arrêterai plus ou on y reviendra, quoi. Ouais. Kenda, je suis désolée, je ne sais pas comment en cours de route ajouter quelqu'un. Donc on va faire, on va faire comme ça. Tu pourras intervenir si tu veux dans le chat. Toutes mes excuses. Je regarde, mais non, je ne sais pas comment faire. Donc effectivement, Jessica, pour ceux et celles qui la connaissent, est très douée pour faire les introductions pour les invités qu'elle invite dans son podcast. Je n'ai pas son talent, mais ce que je peux vous dire, c'est que Jessica a eu plein de vies professionnelles et que donc elle a sûrement plein de choses à nous raconter pour nous inspirer. Si vous aussi, vous vous posez des questions sur votre vie pro, si parfois vous vous demandez comment changer, quelle petite voix écouter, comment on change tout en sécurité, en assurant les arrières, en préparant bien avant de se lancer. Est-ce que, ou pas, tu vas nous dire comment tu as fait. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles ont été les grandes étapes pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents? Déjà, c'est quoi un peu la Ouais, grande ouais. histoire? Alors, moi, l'histoire, c'est que quand j'avais 10 ans, j'ai dit à mes parents, donc moi je suis belge, déjà c'est important dans l'histoire. Je suis belge, j'ai grandi en Belgique, toute ma famille est belge. Et quand j'avais 10 ans, j'ai dit, apparemment, en tout cas c'est la légende familiale, plus tard je serai avocate en droit des affaires internationales. Il y a J'adore. Ouais, c'est un petit singe à lunettes, faut-il le préciser. Et dans ma famille, il n'y avait aucun avocat. Je ne sais pas très bien d'où j'ai été sortir ça, si c'est d'une série télé ou quoi. Et à partir de là, en fait, ça a été une espèce de voie toute tracée parce qu'évidemment, quand un enfant te dit ça et que par ailleurs, il est bon élève à l'école, etc., ça ne vient à l'idée de personne de le dévier de cette trajectoire de rêve. En tout cas, Oui, de rêve, c'est très sécurisant pour les parents, quoi. oui. Donc, j'ai fait à partir de là tout ce qu'il fallait faire pour
aller dans cette voie-là. Enfin, il y a pas grand-chose, mais en gros, j'ai bien réussi mes études et puis je me suis inscrite en fac de droit en Belgique. J'ai commencé le droit, j'ai détesté dès les premières semaines. OK. Enfin, en fait, je voyais l'intérêt, de l'écouter une fois en cours, mais ça me paraissait enfin, en fait, il y avait un énorme décalage entre ce que j'avais, rêvé et ce que j'étais en train de voir en amphithéâtre et en même temps, il y avait quasiment pas de cours de droit, en fait, en première année. C'était plein d'autres choses, mais peu de droit pour un peu vérifier, je pense, la motivation des gens et saquer plein de gens la première année puisqu'il y a pas de concours et cetera. Ouais. Bon, donc je me disais: «OK, j'aime pas, mais bon, il y a quand même pas beaucoup de droits» et puis les examens sont arrivés, enfin les révisions des examens. J'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le droit parce que vraiment j'aimais pas ça. Mes parents m'ont dit: «Fais les examens ma cocotte», parce qu'on dit ma cocotte chez moi: «Fais tes examens et après tu pourras faire ce que tu veux» et donc j'ai passé les examens et j'ai super bien réussi parce que j'ai étudié consciencieusement et comme j'ai eu des bonnes notes, je me suis dit: «Ah, en fait, c'est pas si mal, je vais continuer» OK. et donc j'ai fait ça pendant toutes mes études, en tout cas les 3 premières années. Après, je me suis dit: «Bon, je m'emmerde quand même un peu à Bruxelles». J'allais jamais en cours, j'étudiais juste pour les examens et à Bruxelles, les gens sont très sympas et généreux. Il y avait des espèces de cours partagés en ligne, et donc là, j'ai vu qu'à Paris, il y avait des masters spécialisés en droit des affaires, ce que je me disais toujours que je voulais faire, hein. Et en Belgique, c'est pas comme ça. Donc, j'ai postulé pour aller au master d'Assas. J'ai été prise. Donc, OK. j'ai déménagé à Paris. Là, c'était horrible parce qu'en plus de ne pas aimer ce que je faisais, la fac, c'était les dents de la mer. Les Ah gens sont, ouais. les gens sont atroces, surtout pour avoir les masters 2. Enfin, bon, je l'ai fait un peu courte. J'ai toujours passé un extrêmement mauvais moment. Mais comme je n'avais aucun ami à Paris et que clairement, les gens n'étaient pas là pour se faire des amis à Assas, je n'ai fait que travailler. Et donc, j'ai été major du master 1. Stylé. Et en fait, je le dis pas uniquement pour, me lancer des fleurs, même si ça fait toujours un peu plaisir, mais je le dis parce que c'est hyper important dans ce parcours, ces trucs de j'aime pas du tout, mais quand même, je me donne les moyens de et qu'en fait, à chaque fois que j'ai des bonnes notes, je me dis: «Ah, en fait, c'est pas si mal» et donc c'est Mmh. vraiment toujours confondre être bon dans quelque chose et aimer ce qu'on fait, tu vois? Ouais, très Et j'ai important. beaucoup confondu ça au début. Donc d'abord aux études, master 1, master 2. Après ça, j'ai quand même encore fait une spécialisation à New York. Enfin bon. Ah, trop bien! Je suis ravie, en plus, j'entends tout depuis tout à l'heure, Dans mon j'adore. monologue, quelqu'un me Non, mais coupe. j'adore, vraiment. J'aime beaucoup, le trio de couleurs aussi. Et donc du coup, vous me dites si je vais dans trop de détails, hein, mais je pense Non, que non, vas-y. OK, Je suis avec donc le popcorn là, j'adore, c'est vas-y. je fais master 1, master 2, LLM, donc c'est une spécialisation un peu comme MBA, mais en droit à NYU à New York. Là-bas, c'est un peu la espèce de voie royale, donc tous les cabinets, français et anglo-saxons envoient leurs associés de Paris à New York pour venir te chercher et t'embaucher là-bas. Donc tu as l'impression d'être la reine du monde et d'être au bon endroit et surtout de te dire: «Je vais gagner plein de fric». Parce que c'est ça aussi et c'est pour ça que tu fais du droit des affaires parce que ce n'est pas intéressant. Enfin bon, personne n'aime vraiment le droit des affaires, en tout cas les premières années. Mais toujours est-il que du coup, on t'embauche, on te fait une offre, tu es en septembre de l'année, octobre, tu as ton contrat sécurisé pour quand tu rentres 1 an plus tard à Paris où tu vas gagner 120 000 € la première année, ce qui est quand même pas désagréable. Mais du Non. coup, justifie que tu seras un esclave, bien sûr, parce qu'on ne te paye pas ça pour rentrer chez toi à 19h. Et donc tu rentres et moi, franchement, les premiers mois, j'ai bien aimé l'expérience en cabinet parce que c'est neuf. C'est Oui. neuf, tu te dis que quand même, bon, les études, c'était relou, mais là, c'est quand même vraiment différent des études. Alors finalement, j'ai pas trouvé ça beaucoup mieux, mais en tout cas, c'est très différent. Et au début, je me croyais quand même un peu dans Suits et je Bah me oui, croyais être Rachel Zane dans Suits. Donc Rachel Zane évidemment. est jouée par Meghan Markle à l'époque, on s'en rappelle, avec ses petites jupes crayons et tout. Donc j'étais hyper stylée. Je dépensais au début un peu mon salaire là-dedans et tout. J'avais mes Jimmy Choo sur mon bureau, machin. Donc là j'ai l'impression de vivre un peu une vie qui était géniale, même si ce que je faisais, je n'aimais pas. Au bout de 10 mois, je me suis quand même dit vraiment, c'est pas très, vraiment, j'aime pas. Ça me déprimait beaucoup de voir que mes associés, hommes et femmes, quand moi je restais oui, parce que quand même du coup tu restes tous les jours jusqu'à 3 heures du mat quoi, Ouais. week-end compris et cetera et donc je me disais quand même bon, c'est une chose de bosser beaucoup les premières années, ça il y a quand même pas mal de métiers où c'est le cas, mais là, le fait de voir que mes associés aussi restaient aussi tard alors qu'ils avaient,
40, 45, 50, plus. Je dis, Ouais. causer de vie, ça n'a aucun sens. Ouais. Alors oui, eux, ils gagnent pas 120 000 euros, ils gagnent plus d'1 million mais bon, par an. Mais bon, tu n'as pas le temps de le faire quoi que ce soit avec. Et soit tu n'as pas de famille, soit tu as une famille que tu ne vois pas et que manifestement, tu n'as pas envie de rentrer voir, quoi. Ouais. Donc, bon, au bout d'un an, je me suis dit, je vais démissionner quand même, parce que c'est pas tout gagner de l'argent, c'est vraiment, c'est horrible. Ouais. Et je suis allée à l'entretien de fin d'année en me disant que j'allais démissionner. Et là, on m'a dit, on est trop content de toi, tu travailles super bien, on va te donner plus que le bonus maximum, parce que c'était 120 000 euros hors bonus. Et donc là, on m'a dit tout ça. Et puis on me dit, et toi, comment est-ce que tu te sens? Et donc, au lieu de démissionner, bien sûr, je dis, je suis super contente. Voilà. Donc, évidemment, parce que c'était pas seulement le fait d'avoir reçu le bonus, c'était la petite tape dans le dos, quoi. Et donc, en fait, c'est comme pendant mes études. Là, c'était des compliments. Avant ça, c'était les bons points aux examens. En fait, voilà, j'ai de nouveau confondu être bon et surtout recevoir des compliments, avoir de la reconnaissance pour mon travail versus aimer ce que j'ai fait. Donc ça m'a encore tenu 9 ou 10 mois de plus. Okay. Et puis au bout de 9, donc du coup, j'ai fait 1 an et 9 ou 10 mois. Et Okay. là, vraiment, ça devenait atroce. Donc là, à partir de ce moment-là, j'allais quand même super souvent pleurer dans les toilettes. J'ai commencé à avoir des trucs où, en fait, ce qui était très difficile, que moi j'ai très mal vécu dans ce job, c'était le fait d'être absolument pas maître de son agenda. Ouais. Et vu ce que le client te paye et vu ce que le cabinet te paye, tu es l'esclave à la fois des clients et de tes boss. Et ce Ouais. qui fait qu'en fait, il y a plein de moments où tout d'un coup, tu as fini un dossier, où tu as quasiment fini de ta to-do de la journée, il est 19h, tu penses que tu vas pouvoir rentrer chez toi à 20h. Et en fait, à chaque fois, ton téléphone sonne à 20h ou tu es en chemin vers chez toi à 21h et là, on te rappelle au cabinet. Ou ça m'est arrivé 3 fois, tu pars en week-end avec ton mec qui est évidemment avocat dans le même cabinet parce que tu ne peux pas sortir avec quelqu'un d'autre, ça n'existe pas, quelqu'un qui comprend ton rythme de vie. Donc, tu es à l'aéroport à 21h le vendredi, on t'appelle, on te dit tu ne vas pas monter dans l'avion, tu reviens au cabinet parce qu'on a une grosse urgence ce week-end. Cette urgence qui n'est jamais une vraie urgence parce que le client te revient 2 semaines après. Et donc, tout ça quand même te dégoûte. Et moi, ça m'a créé un peu des espèces de stress, une espèce d'angoisse irrationnelle où dès que mon téléphone sonnait, au bout d'un moment, j'avais envie de pleurer, je voulais plus prendre mon téléphone, j'avais vraiment des gros stress, quoi. Ouais, un rejet corporel. C'était pas un stress, oui, c'est ça, vraiment des signaux corporels. Et c'est un lundi matin, après un énième week-end où on m'avait fait revenir au cabinet pour une urgence dont je voyais très bien qu'elle n'en était pas une. J'étais à un cours de sport un lundi matin à 7h45, cours de dynamo. Et sur mon vélo dans le noir, en fait, c'est un truc où tu es quand même, c'était un discours très inspirationnel et tout, et le coach qui fait espèce de métaphore du dépassement de soi sur ton vélo avec dans la vie, le dépassement de soi, etc. Ça paraît un peu bullshit comme ça, mais dedans, quand tu es un peu désespéré et que tu es triste dans ta vie, ça te parle vraiment beaucoup. Et donc, j'étais sur mon vélo comme ça dans le noir et je me suis dit, OK, ça suffit, c'est vraiment horrible cette vie. Quand je sors de là, je démissionne et je suis allée voir. D'abord, j'ai appelé mon père. Mon père avec qui je n'avais pas une relation de ouf à l'époque, mais qui m'avait quand même financé toutes mes études, et notamment mon déménagement à Paris et tout. Bon, on connaît le coût de la vie, voilà. Et là, je l'ai appelé pour lui dire: «Bon papa, je suis désolée, tu as payé tout ça et voilà, mais en fait, je vais démissionner». Et là, il m'a dit cette phrase qui a été super importante pour moi, il m'a dit: «Ma chérie, le plus important, c'est que tu sois heureuse et peu importe ce que tu fais, je sais que tu le feras bien». Ouais, là, ça a l'air ouf, mais en fait, tout jusque-là, il avait jamais dit qu'il était fier de moi, il m'avait jamais félicité quoi que ce soit. Donc du coup, ça m'a quand même donné une autorisation. Enfin, je me l'étais déjà donné, mais ça m'a donné un élan hyper important à ce moment-là. Ouais. Et je suis arrivée au cabinet le lundi matin, et là, j'ai été voir tous les associés, j'ai démissionné. Alors, parce qu'on parlait de sécurité. Oui, alors, il faut pas faire ça, c'est mal, les enfants, parce que quand tu es avocat, tu n'as pas de chômage et tu n'as rien. Enfin, là, pour le coup, moi, j'avais très bien gagné ma vie pendant les 2 ans, donc j'avais mis de côté. Mais quand tu es avocat dans d'autres disciplines et dans d'autres cabinets, tu ne gagnes pas spécialement autant d'argent et tu n'as pas de chômage, quoi. Et tu as 3 mois de préavis. Et moi, je m'étais dit, en fait, franchement, ce qu'il y a, c'est que moi, j'estimais que je n'avais pas le choix que de démissionner comme ça du jour au lendemain, parce que tu es tellement dans un rouleau compresseur de travail que tu n'as aucun espace de cerveau disponible pour réfléchir à ce que tu pourrais faire Bien d'autre. sûr, bien sûr. Donc chez toi, tu es explosé de fatigue, et quand une fois que tu sors à 19h ou 20h, tu vas avec tes collègues te bourrer la gueule en bas parce que tu as besoin de décompresser comme ça et que tout le monde boit tout le temps, quoi. Enfin, dès qu'il ne bosse pas, quoi. Ouais. Je vois qu'il y a quelques Je me suis questions. fatiguée toute seule.
Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat de Charles. Tu avais quel âge à cette époque? Bah, j'imagine que tu avais 23, 25, par là. Oui, j'ai commencé le droit à 17 plus, disons 18 à la fin de la première année. J'ai fait les 5 ans d'études plus une année à New York. Ouais, c'était ta première 24. expérience. Ta première expérience pro. Et donc, on retient qu'il y a. Donc, soit vous pouvez faire un bilan chance quand vous posez des questions, soit vous pouvez aller chez Dynamo. Visiblement, ça marche aussi. Mais franchement, et même le bilan chance, alors je sais pas, mais nous, c'est-à-dire que nous, le rythme, tu peux rien faire. Enfin, tu peux pas assister à des séances de quoi que ce soit quand tu étais dans un cabinet. Bien sûr. Après, il y avait les 3 mois de préavis. Là, je me suis dit que j'allais pouvoir réfléchir, mais en fait, ils m'ont fait bosser jusqu'à la fin, vraiment, toute la journée, toute la nuit, quoi. OK. Et c'est après ça que je me suis enfin posé la question pour la première fois de ma vie de ce que j'allais faire de ma vie, parce que j'étais pas avocate. Ouais. Et je vois qu'il y avait des questions dans le chat justement à laquelle tu viens de répondre. Comment avez-vous fait sans sécurité financière? Bah, tu avais de l'argent de côté parce qu'au moins, Ouais. Ah bah oui, voilà, tu avais au moins ça. j'avais très bien Esclave, gagné ma vie pendant 2 ans, ouais. voilà, donc tu avais pu épargner vu qu'effectivement les avocats n'ont pas le droit au chômage vu que c'est des professions, Libéral. libérales. Et Cerise qui nous demande à ce moment-là, tu avais déjà un autre projet professionnel en tête? Donc la réponse c'est non parce que tu avais absolument 0 bande passante vu que tu travaillais jour et nuit, mais que c'est, une fois que tu t'es arrêtée que tu as pu là, parce que tu avais la sécurité financière un peu de temps devant toi, de te poser de: «OK, qu'est-ce que je veux faire?» Exactement. Et Ah par contre, parce que jusque-là, je m'étais jamais, comme je m'étais dit que plus tard je serais avocate, je m'étais jamais demandé ce que je ferais d'autre de ma vie. ouais. À ce stade, Kenda, est-ce que toi, donc Kenda, qui nous a rejoint en cours de route, c'est de ma faute, j'avais oublié de la, de la mettre dans les invités du live. Kenda qui nous a rejoint. Je suis pas arrivée 5 minutes avant. Si j'étais arrivée 5 minutes avant, on aurait su. Mais enchantée, je Franchement. suis Kenda, coach chez Chance. C'est peut-être pratiquement aussi dur que je suis passée chez Soch. Ça fait 6 ans maintenant que je suis coach partenaire Chance et j'ai accompagné plus de 300 personnes à retrouver du sens dans leur vie professionnelle. Voilà, donc merci pour ce warm welcome et j'étais trop contente de t'entendre, Jessica, vraiment hyper inspirant. Il y a plein de choses qui me sont venues pendant que tu parlais, donc à ce stade, je pense que c'est important parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître et dans le fait de parfois avoir trop de demandes pro au sein de son poste et aussi du fait de qu'est-ce qu'on fait après et la sécurité financière. Donc tout ça, c'est des grandes questions qui se passent toujours pendant un bilan de compétences. La première question que moi je me pose, c'est en fait, tu sais, tu disais, je sortais du boulot et on allait boire un coup en bas parce qu'en fait, il fallait décompresser, etc. J'ai remarqué aussi pour des personnes que j'ai accompagnées que, par exemple, avoir rendez-vous avec son coach, c'était aussi un moyen de décompression. Donc, Ah câliner. oui. Ah mais je le recommande pas. Je le recommande pas Bien sûr, mais on l'a tous fait. Moi, la première, et ça me fait parfois très plaisir d'aller boire un verre en terrasse avec mes collègues, parce qu'il faut décompresser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi le voir différemment parce que souvent, ce que j'entends quand les personnes arrivent, c'est qu'elles sont épuisées et qu'elles n'ont même pas pensé en fait, elles ont pensé qu'un bilan de compétences ou un accompagnement avec un coach, avec quelqu'un, etc., c'était une charge en plus, alors qu'en réalité, ça peut être un sas de décompression ou un truc qui t'accompagne. Et ça, je veux bien le redire parce que c'est une perception. Donc, c'est la première chose qui m'est venue. La deuxième chose qui m'est venue, c'est oui, c'est important de faire attention évidemment à ces réalités et à ce que notre vie exige de notre travail. Et donc, si on n'a absolument rien de côté, c'est vrai que il faut voir quelles sont les différentes options. Mais souvent, il y en a plus que ce qu'on ne pense. Donc, ça aussi est important. Et puis la dernière chose qui m'est venue, c'est félicitations en fait, parce qu'il faut s'écouter, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ne s'écoutent pas du tout et qui tirent justement par besoin de reconnaissance, par besoin de ne pas lâcher, par besoin de plein de choses et qui finalement s'épuisent et vont vraiment au burn-out. Donc bravo Après, pour ça. moi, je pense que j'ai un peu cette politique de la terre brûlée. On va le voir sur la suite de mon parcours, mais en fait, quand on me félicite, je suis un peu là. Alors, franchement, je l'ai un peu fait en mode genre, ok, en fait, j'en peux plus, j'y vais. M'estimais ni courageuse, ni quoi que ce soit, ni en fait, je suis au-dessus de ce besoin de reconnaissance, pas du tout, juste une grosse part de j'y vais, quoi. Et pour le coup, après ça, et je pense que c'est important de le dire, ça n'a pas été facile, quoi, les mois d'après. Et ça a été ce truc de besoin de reconnaissance qui est lié à l'image que j'avais, que les gens avaient de moi socialement quand ils me demandaient ce que je faisais dans la vie. Ouais. Ça a été longtemps difficile pour moi d'assumer
un nouveau statut social, en fait. Ouais. Parce que quand tu es avocate en droit des affaires, en plus dans le cabinet dans lequel j'étais, etc., tout le monde trouve ça génial quand on te demande ce que tu fais. Alors, à l'époque, c'est peut-être de moins en moins le cas, hein, on n'est pas dans la même époque, enfin, tu vois, on vit pas avec les mêmes reconnaissances sociales aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, en tout cas, quand je disais quelque part et dans les milieux dans lesquels j'évoluais, je suis avocate en droit des affaires chez tadada, c'était stylé, quoi. Et c'était waouh, elle est intelligente et machin, et elle a bien réussi. Après ça, quand d'abord, je ne savais pas ce que je voulais faire, ça c'était le pire, mais même après, quand finalement, je fais un petit fast-forward, mais j'ai monté une marque de vêtements, c'était pas la même, quoi. C'était ah OK, déjà c'était un peu genre elle fait joujou, quoi. Et je devais me et du coup, j'ai pendant très, très, très longtemps, c'est-à-dire je pense les 3 premières années de ma marque, Mmh. commencer ma réponse à cette question, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi? Ouais. Par j'étais avocate en droit des affaires et aujourd'hui j'ai une marque de vêtements, comme si je devais justifier que je ne suis pas totalement teubée et machin, machin, machin. Donc en fait, c'est quand même ce truc de reconnaissance, c'est pas neutre du tout et je l'avais largement sous-estimé, quoi. Ouais. Je suis sûre que Kendra a plein de choses à dire, sur la perception, qu'on projette, chez les autres. La question que j'ai, c'est, donc tu quittes, tu démissionnes, après avoir essayé plusieurs fois. À chaque fois, ils te retenaient et puis, au bout d'un moment, tu arrives enfin à lâcher le navire. Mmh. Et donc la page blanche, parce que tu as aucune idée de ce que tu veux faire, vu que tu as toujours pensé que tu allais être avocate et tu l'as fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période et comment est arrivée l'idée de ta boîte de Ouais. vêtements? Alors et en plus ça rejoint la question de Mathilde, je vois, oui, j'ai hésité à l'exercer ailleurs et Ouais. j'ai même candidaté dans d'autres cabinets, jusqu'à ce que, pendant les entretiens, il y a un mec qui me dise, un des associés de l'autre cabinet qui me dit: «En fait, j'ai l'impression que vous devez faire autre chose que du droit, quoi». Et j'étais vénère parce que moi, je voulais juste être embauchée pour encore la bonne élève en me disant genre: «Je peux avoir le job que je veux», et en fait, il avait trop raison. Enfin, en fait, ça n'allait rien changer que j'aille dans une plus petite structure, juste le droit n'était pas fait pour moi. Je pense peut-être qu'une autre spécialité aurait pu me convenir que le droit des affaires, mais à ce stade, j'étais tellement dégoûtée que j'avais plus du tout envie d'évoluer dans ces milieux-là. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, bon, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie?» Et j'ai toujours aimé la mode, et j'ai toujours aimé la nourriture. Donc pour moi, ça se jouait entre les 2. Je me suis dit: «Bon, quitte à totalement recommencer de zéro, autant que je fasse ce qui me plaît vraiment», et la nourriture, je voyais pas trop bien ce que je pouvais faire à part, ouvrir un resto, ce dont je n'avais pas du tout envie. Donc j'avais pas les idées très larges, mais bon, peu importe. Et la mode, je me suis dit: «Franchement, ça a l'air sympa, ça a pas l'air très compliqué de monter une marque». Mais vraiment, c'était aussi basique que ça, hein. Ça n'a pas l'air très compliqué, il y en a tellement, bon, je vais faire ça. Et j'ai quand même testé plein de trucs, hein. J'ai été quand même genre faire des cours de couture et tout, ce que j'ai détesté, mais en même temps, j'allais jamais coudre un vêtement, mais j'ai quand même fait plein de trucs comme ça. Heu et je me suis commandé sur Amazon, tous les livres qui pourraient m'être utiles pour me faire ma petite école quand même. C'est-à-dire, comment faire un plan de collection. Alors j'ai beaucoup dessiné quand j'étais petite, je prenais des cours de dessin et tout. Donc je savais dessiner ce que j'avais en tête si je voulais, mais donc j'ai commandé comment, faire un plan de collection, le marketing digital, enfin plein de livres comme ça, histoire de la mode, enfin plein de trucs. Donc vraiment, j'ai commandé genre 10-15 livres sur, Amazon, je ne sais même plus te dire ce qu'il y avait, quoi, pour me faire ma petite école. Donc ça, j'ai tout lu et fiché les livres pendant genre 1 mois. La bonne élève. Exactement, j'ai jamais relu les fiches, mais bon, voilà. Et après ça, je me suis dit: «Bon, il y a quand même beaucoup de marques de vêtements, qu'est-ce que je vais faire pour me différencier?» Je vais, faire en même temps un truc un peu journalistique, parce que j'aime bien poser des questions aux gens. J'écoutais pas mal de podcasts. À l'époque, il y avait peu de podcasts, mais j'en Mmh. écoutais des américains, et je me suis dit: «En fait, moi, arrêter mon job d'avocate, ça a été ma prise de pouvoir sur ma vie. Je vais aider les autres à prendre le pouvoir sur leur vie, c'est ça que je vais faire. Ça va être mon why». À l'époque, on parlait beaucoup de Simon, Sinek, donc je Ouais. me suis fait un peu mon petit truc comme ça, et je me suis dit: «Bah, pour donner du pouvoir aux femmes, qu'est-ce qui est bien? Les combinaisons, c'est quand même stylé, moi j'aime bien ça». À l'époque, peu de marques en proposaient. Et ben, en fait, je vais faire une marque que avec des combinaisons, parce que ça va être plus simple de faire un monoproduit, je me suis dit, alors que c'est vraiment le produit le plus difficile à faire en mode, et voilà. Vraiment, ça a été aussi simple que ça, et donc j'ai commencé j'ai tapé sur Google «atelier de confection au Portugal», parce que je me suis dit: «Quand même, en France, ça va être trop cher, et au Portugal, ça a l'air bien fait». Et genre, j'ai envoyé des mails à, 30 ateliers de confection dont j'ai trouvé les adresses sur Google. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Je suis allée avec ma mère à Porto les voir, et il y en a une qui a bien voulu, produire pour moi en quantité, réduite.
Et voilà, ça a commencé comme ça. Enfin, vraiment, fleur au Ah, fusil, quoi. Et la première collection est sortie. Donc, moi, j'ai quitté le cabinet. Mon dernier jour, c'était le 7 septembre 2017. Je dis ça, c'est pas neutre parce que ma marque, je l'ai appelée Septem, pas pour rien. Et la première collection est sortie en mars 2018. Donc, j'ai quand même été assez rapide. ouais, grave. Ouais, une histoire de 6 mois. Et franchement, et je ne suis pas du tout un génie de quoi que ce soit, c'est pas très compliqué de lancer une marque. C'est beaucoup plus compliqué de la faire fonctionner après. mais lancer, franchement, produire des vêtements et machin, c'est pas très dur, quoi. À l'époque, en tout cas. Voilà. Et là, la question qui me vient, parce que tu nous racontes ça de manière très bon, bah voilà, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, j'ai appuyé sur Google, j'ai trouvé des adresses, j'y vais. Enfin, en t'écoutant, ça a l'air d'être vraiment aussi simple que de commander des livres sur Amazon. L'entrepreneuriat ne te faisait pas peur? Tu avais des peurs à ce moment-là ou tu étais un peu dans ton délire, enfin, pas Ouais, dans ton j'étais dans mon délire, mais de gros délire, grosse dose de naïveté, énorme dose de naïveté, et un truc un peu aussi de, je pense, une espèce d'euphorie. Bah, il y avait évidemment beaucoup de doutes, hein, et de grosses chialades et de qu'est-ce que je suis en train de faire. Énorme sentiment d'imposture. En plus, vraiment, je ne suis pas la plus stylée de mes copines. Enfin, tu vois, je veux dire, je dis ça pour l'expression, mais je ne suis pas une star de la mode. Qu'est-ce que je fais? Enfin, tu vois, quelle est ma légitimité à lancer une marque de vêtements? Il y a quand même ces moments-là. Et puis d'autres où je voyais un peu ça comme un grand jeu. Et alors, ça paraît très. Alors, elle a plein de trucs derrière et tout, pas du tout. J'avais pas du tout beaucoup d'argent pour voir venir, hein. C'est vraiment. Bon, en fait, j'avais quand même, et ça, j'ai toujours eu dans ma vie, une espèce de. Je crois que j'ai un peu une bonne étoile. Et donc, ça marchera, quoi. Enfin, et puis, si ça marche pas, je ferai autre chose. Et rien n'est si grave, quoi. Pas. Et donc, du coup, j'oscillais quand même entre des moments de qu'est-ce que je suis en train de foutre et d'autres où, en fait, bah, c'est quand même vachement marrant ce que je suis en train de faire, quoi. Et J'adore. bon, j'étais super jeune, j'avais rien à perdre entre guillemets. Enfin, je veux dire, voilà quoi. De toute façon, j'avais plus être avocate, j'avais pas d'enfant, j'avais pas acheté d'appart, j'avais pas d'emprunt à rembourser. Bon, Oui. voilà. Enfin, Est-ce qu'à ce stade, Kenda, tu veux réagir aussi ou on prend des questions dans le chat, comme vous voulez? Ou, bah, comme vous voulez. Alors, moi, je bois les paroles de Jessica, hyper inspirant. Donc, je ne vais pas forcément réagir sur ce que Jessica dit, parce que là, je pense que ça parle de lui-même. Mais oui, je vais réagir à un commentaire dans le chat. Comment gérer la pression familiale quand la famille ne te soutient pas dans ton changement de vie, que tu galères financièrement, que ton estime de toi baisse de jour en jour? Bref, un changement de vie et je ne m'en sors pas. Il y a 2 choses qui m'interpellent. La première, c'est qu'est-ce que l'estime de soi et qu'est-ce que la confiance en soi? Et donc l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se porte et la valeur qu'on se porte, heu, n'a rien à voir avec le job qu'on fait, la vision de ses parents et cetera, même si c'est dur de le voir parce qu'on a été élevé avec ses parents. Donc évidemment qu'on recherche leur reconnaissance, évidemment qu'on va rechercher leur amour et cetera, bien sûr. Mais la valeur qu'on a au fond n'a rien à voir avec tout ça. Donc déjà, c'est important de remettre, la définition de l'estime de soi et qu'est-ce qui fait qu'on a de l'estime de soi ou pas. Première chose. Deuxième chose, oui, c'est parfois dur quand on est en transition. Je le vois très souvent que la famille a très peur, que la famille n'est pas d'accord, que les parents, moi par exemple, j'ai accompagné une personne qui était en fusion-acquisition dans la finance, donc très bon poste avec un très joli salaire, etc. Et elle, son kiff, c'était d'être prof de maths dans des REP. Et donc, elle a fait la transition, mais ses parents étaient là, mais tu vas perdre en salaire, ça va être horrible, dans des REP, tu vas être malheureuse, etc. Mais c'était en fait seulement leur projection. Et ça, c'est important parce que c'est un concept de science cognitive. Ce que les personnes vont dire de votre transition, de votre projet, etc., ça ne parle que d'elles. et En ça aucun cas. vaut dans toutes les discussions de la vie, hein, si je peux me permettre. Mais les gens parlent Absolument. d'eux, en fait, quand ils donnent des conseils. Mais bon. Absolument. En fait, quand les gens parlent quand les personnes, même les personnes très proches, projettent leur peur, etc., c'est leur propre peur. Donc, ça ne parle absolument pas de vous. Il faut vraiment faire la dissociation entre ce qui est dit, et ils ont le droit d'exprimer une opinion, un ressenti, une peur, etc. Et comment on met de la distance. C'est pas toujours facile, je sais, mais déjà rien de le fait de le savoir, ça peut Et, permettre de mettre cette distance. et Rien ne fait que le fait d'en prendre conscience. Oui, pardon. tu parles de mettre une distance, là, de manière métaphorique, je pense, mais en fait, aussi d'un point de vue très concret. Moi, une partie de. Ça a été très difficile pour ma maman, je lui jette pas du tout la pierre, mais ça a été très difficile
pour elle et donc entre nous au moment où j'ai démissionné. Parce qu'en fait, sans rentrer dans le détail, mais en fait, elle a arrêté de travailler quand je suis née parce que mon père était jamais là. Et je pense que du coup, sa valeur sociale aussi tenait à la réussite de ses enfants. Ça a jamais été formulé comme ça, mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça que je comprends qu'en fait, du coup, elle a très, 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 très mal réagi quand, j'ai dit que je démissionnais et on ne s'est pas parlé quasiment pendant 6 mois. Et même après, ça a été longtemps difficile entre nous. Elle a commencé à être rassurée, je pense, quand j'ai eu de la presse avec la marque et que du coup, quand tu es dans Vogue, elle, Grazia et tout, je pense que les copines trouvent ça cool et donc elle se rassure aussi. Et donc en fait, moi, ça a été important pour moi aussi pendant ce début qui est quand même très difficile, où tu as plein d'incertitudes, etc., de couper avec les gens qui ne projettent sur toi que ce qui leur appartient, mais qui du coup c'est déjà difficile à gérer ça soi-même, tu as pas besoin des énergies des autres et donc moi, une partie de ma famille et une partie de peut-être des amis et il y a des gens à qui j'ai pu parler et que je n'ai pas vu pendant une période et je pense qu'il faut s'autoriser à faire ça aussi, en fait. Complètement. Hyper juste, rien à rajouter et c'est exactement ça. C'est important, quand on a un projet ou en tout cas quand on est en transition, de s'entourer de personnes qui vont, nous soutenir et avoir une énergie profitable, et c'est vrai que parfois c'est pas grave de prendre un peu de distance et effectivement, c'est même une autorisation qu'on peut se faire et exactement. Merci pour ça. Il y a une question de Chloé, Kenda, peut-être que tu veux la prendre. Comment se lancer lorsqu'on a une nature très prudente avec une forte aversion au risque, notamment financier? Alors 2 choses qui me viennent, la première, c'est évidemment, c'est important de tester la faisabilité du projet et donc pas de se lancer tête baissée. Donc c'est important de pouvoir faire ce qui peut, calmer, une nature prudente ou en tout cas rassurer une nature prudente, c'est de pouvoir faire des tableaux, des business plans, ce genre de choses, qui est hyper importante avant de se lancer. Je l'ai fait, ça, je précise. Parce que là, peut-être que j'ai été un peu vite et que j'ai fait genre tout, fleur au fusil. Non, j'ai quand même fait un business plan parce que dans les livres, évidemment, que j'avais commandé, il y avait comment faire un business plan, bien sûr. Évidemment. Et ça, c'est top parce que du coup, c'est exactement, enfin, c'est hyper important. On ne peut pas faire l'économie de cette étape-là. Personne ne peut la faire, c'est hyper important. Donc ça rassure. Et l'autre chose, c'est travailler sur les croyances limitantes. Donc Chloé, quand on a une forte aversion pour le risque et qu'on est très prudente, etc., ça parle forcément de peur et de choses qui sont derrière. Et là, je ne peux pas faire une démonstration de comment travailler ces croyances limitantes, mais vous pouvez aller voir sur le site ou le blog de Chance. Sur le blog de Chance, il y a plein, je vais vous le mettre dans le chat. Il y a plein d'articles vraiment intéressants pour renverser une croyance limitante, travailler sur ses croyances limitantes, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on peut faire. Ouais. Et un autre conseil aussi, Chloé, qu'on peut apporter dans la réflexion, c'est si ton travail le permet, parce que bon, clairement, Jessica, vu ses horaires, c'était impossible, mais de commencer en parallèle de ton activité actuelle, ce qui peut rassurer le risque, parce que tu gardes une activité rémunératrice, ton travail actuel, et à côté, tu commences à préparer le terrain, et ce qui peut rassurer. Et une autre question pour Kenda, enfin, ça, je pense, c'est un truc important. En fait, c'est effectivement les gens qui savent pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre, quoi. Là, elle dit, c'est Marion, mais en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai vachement entendu. C'est j'aimerais faire quelque chose, mais je n'ai aucune idée de quoi. Et c'est vrai que moi, quand j'ai quitté le cabinet d'avocat, bon, moi, je m'étais dit assez rapidement la bouffe ou la mode, mais il y a plein d'autres gens qui étaient très malheureux dans mon équipe et qui disent, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'intéresse spécialement, je ne sais pas ce que je ferais d'autre, quoi. Et bien exactement, en fait, c'est une question qui revient très souvent et tu as hyper bien répondu tout à l'heure en disant qu'est-ce que je kiffe en fait, donc la mode, la nourriture, enfin tout ça. Ça, c'est un premier truc qu'on peut se demander, c'est kiff. Donc nous, on appelle ça souvent des moteurs. Un moteur, c'est un élément essentiel qu'on aime faire et qui nous fait nous sentir profondément vivants. Et ça, il y en a forcément à un moment. Et ça peut être des trucs très différents. Moi, pour les gens que j'ai accompagnés, il y a par exemple, il y en a une personne pour qui c'était ranger, ordonner. Quand elle allait chez sa mère le week-end et qu'elle rangeait toute la cuisine et tout, c'était son kiff. Elle se sentait hyper vivante. Elle voyait pas le temps passer. Elle revenait, elle était trop fière d'elle et elle aimait ranger. Donc c'était son truc. Voilà, ça la rendait vivante. Un autre que j'ai accompagné, c'était jouer au basket. Et de ça, on va tirer des fils en fait. Et donc les moteurs, ils peuvent être à la fois tête, donc tout ce qui est réflexion, etc. Cœur, donc tout ce qui est émotion, etc. Et corps, donc bouger par exemple, connecter, tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, ça va tirer des ficelles. Ça, c'est une première
possibilités pour partir de la page blanche. La deuxième, c'est les inspirations. Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce que font les personnes qui nous inspirent dans la vie? Et ça peut être une deuxième porte d'entrée. Et troisième porte d'entrée possible, et tu l'as dit aussi avec le why de Simon Sinek, nous, chez Chance, on appelle ça l'étoile du Nord, et c'est un peu le mantra personnel, un peu l'ikigai aussi, enfin le truc du centre, c'est quoi le truc pour lequel on est fait. Alors, il y a plein de livres sur l'ikigai, il y a l'article sur le blog de Chance sur l'étoile du Nord, et il y a des très beaux articles sur comment trouver son why avec la méthode de Simon Sinek. Ce sont des très, très belles méthodes pour se trouver, s'introspecter, savoir qui on est. Voilà, ça aussi, c'est une troisième possibilité. Et quatrième possibilité, j'offre du choix. Hein. On va dire que, voilà, comme ça, on peut sortir d'une manière ou d'une autre. Quatrième possibilité, il y a des tests gratuits, et notamment un test, le test des 16 personnalités qu'on invite à faire, nous, quand on fait le bilan de compétences chance. Test des 16 personnalités, donc MBTI. Il y en a un gratuit qui est très bien fait. Je vais essayer de mettre aussi le lien dans le chat. Ça donne plein de pistes sur ce qu'on peut faire, sur ce qui nous fait vibrer, etc., en fonction de son profil. C'est des pistes, c'est pas forcément des vérités, c'est pas forcément des choses à prendre au pied de la lettre, mais ça ouvre des possibilités, parce que quand on ne sait pas du tout pourquoi on est fait, ce qu'on pourrait faire, etc., il faut une porte d'entrée, une première, il faut ouvrir des possibles, et ensuite on affine. Merci beaucoup, Kenda, pour les éclairages. Merci à tous pour vos témoignages dans le chat, hyper inspirant. Charles, ingénieur qui devient ambulancier, Stéphanie qui est en train d'aller vers le métier d'écrivaine. Et je vois qu'il y a plein de questions aussi pour Jessica, mais qui vont aller avec la suite de l'histoire, parce que là, on en est encore au milieu. J'avais dit que j'étais bavarde. Hein. Et c'est génial. J'adore. Puis on a encore un peu de temps, donc on en profite. Donc là, tu lances ta marque de vêtements. Et donc là, tu as un peu spoilé en disant qu'effectivement, à un moment, ça commence à prendre. Il y a la presse qui arrive. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la suite jusqu'à cette fin sur laquelle tu avais fait une superbe communication. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous raconter donc un peu la suite? Oui. Alors, donc, je me suis lancée toute seule. La première année, j'étais seule à tout faire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que je dessinais les collections. Après, j'avais quand même un modéliste, parce que c'est un métier comme de faire les patrons, etc., qui faisait les protos. Après, donc, il y avait un atelier qui produisait, mais c'est moi qui trouvais les tissus. Et après, qui organisait les shootings et qui, surtout, j'ai fait moi-même le site internet. Et après, chaque commande qui arrivait, c'est moi qui allais le déposer à la poste, quoi. Et qui faisait le service client aussi. Bon, donc ça, j'ai fait pendant 1 an, donc parce que manifestement, j'aime bien quand même m'épuiser. Donc, bon. Et après 1 an, j'ai pris une stagiaire. Et puis après, ça a commencé à vraiment me prendre après 1 an. Donc là, j'ai eu d'un coup, il y a une collection, je pense, qui a vachement plu. Et d'un coup, je sais pas, j'ai eu beaucoup de commandes, beaucoup de presse au bout d'1 an, quoi. Donc là, j'ai embauché une stagiaire. Et puis, au max, j'ai eu 3 employés. Et en fait, ce que j'ai mal fait, enfin, ce que j'aime pas trop donner des conseils, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que j'ai voulu rester indépendante jusqu'à la fin et que ça m'a épuisée. Parce que en fait, la mode, c'est un secteur qui fonctionne avec un cash flow négatif, c'est-à-dire, enfin, un flux de trésorerie négatif, c'est-à-dire que chaque collection t'engage énormément d'argent pour la développer, la produire, la mettre en vente avant que les gens achètent. Et comme j'en avais une super belle croissance, bah, tu sors de plus en plus d'argent avant que de le mettre en ligne. Puis tu espères que ça va se vendre. Mais ce qui fait que tu n'as jamais de cash, en fait. Et que c'est pour ça que toutes les marques de mode fonctionnent avec des investisseurs et que moi, j'ai pas voulu faire ça. Ce qui était assez idiot a posteriori, parce que du coup, je n'avais jamais d'argent. Déjà, moi, je me suis payé un SMIC jusqu'à la fin, alors que la marque faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires, faut-il le dire. Et que les gens que j'avais embauchés, j'avais pas beaucoup d'argent pour les payer non plus, donc c'était pas des gens très qualifiés, quoi. Donc je me suis, moi, épuisée à faire encore énormément de choses jusqu'à la fin, jusqu'à être tellement fatiguée après 5 ans que je me suis dégoûtée, en fait, de tout, de la mode. Enfin, vraiment, vraiment, ça m'a dégoûtée, quoi. Je pense, parce que j'ai trop travaillé. Et donc à ce moment-là, c'est-à-dire qu'au bout de presque 5 ans, je me suis dit, je vais revendre ma boîte, en fait, parce que ça avait de la valeur.
Et sauf que j'étais tellement l'image de la marque et que je faisais tellement tout, à la fois la com, parce que c'était une marque qui était très bavarde, vu que je suis très bavarde, mais il y avait un podcast qui était lié à la marque, etc. déjà à l'époque. Il y avait toute la com, toutes les collections, c'était moi, enfin voilà, l'image et tout. Donc en fait, n'importe qui voulait racheter voulait que je reste dedans 3 ans. Ok. Et j'étais trop fatiguée. Là, franchement, j'étais beaucoup plus près du burn-out qu'à l'époque du cabinet d'avocat. Je n'avais pas le même âge non plus. Je pense que moi, j'avais 28. Ouais. Et là, j'étais au bout de ma vie. Donc, en fait, j'ai préféré fermer la boîte proprement. Et donc, faire cette vidéo dont tu parlais, je fais une vidéo où j'explique ça, en fait, où j'explique que c'est un métier qui est tellement difficile, le métier d'entrepreneur. Parce que moi, ça a quand même été les années où c'était vraiment les années d'or de la com entrepreneuriale, de c'est trop stylé d'être entrepreneur. C'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de presse, je pense, parce que j'étais une femme et que c'était pile cette vague où les magazines étaient trop contents de mettre en avant des marques portées par des femmes, etc. Donc, j'ai bénéficié de ça aussi. Et moi-même, j'ai fait la promotion de ce lifestyle qui était cool sur le papier, mais où tu t'épuises aussi, quoi. Et moi, j'étais mariée, alors on a divorcé, on s'est séparés exactement quasiment en même temps que j'ai fermé ma boîte, ce qui n'était pas prévu. Et on divorce toujours pour plein de raisons, mais clairement, la manière dont j'ai travaillé et dont je me suis épuisée psychologiquement et physiquement avec cette boîte n'a pas servi mon couple à l'époque, clairement. Donc voilà, et donc là j'ai fermé la boîte, j'ai fait une vidéo pour dire qu'en fait, bon, c'est un engagement tel que ça demande d'être 100% passionné par ce qu'on fait, et qu'à ce stade, j'étais plus du tout passionnée par la mode, et qu'en fait, et comment ça s'est passé vraiment le moment où j'ai décidé d'arrêter, c'est que j'étais chez ma psy. J'allais toujours à Dynamo, mais cette fois-ci, ça s'est pas passé à Dynamo. C'est chez ma psy où je me plaignais une énième fois que c'était trop dur, que j'avais trop de travail, trop de stress et énormément de stress financier. En fait, j'avais du stress quand j'étais avocate, mais c'est du stress de clients qui te foutent la pression. Là, c'est du stress tu as des milliers, des centaines de milliers d'euros qui sont en jeu à Dur. la collection, les gens qu'il faut payer, les prods qu'il faut payer, les salaires. Enfin, moi, c'était très stressé. Je vivais ça de manière assez difficile, quoi. Et donc, j'étais en train de me plaindre encore chez elle que je n'en pouvais plus et que j'essayais de faire une levée de fonds ou de vendre, mais que j'y croyais pas, que machin. Et en fait, elle m'a juste dit cette phrase. Elle m'a dit: «Qu'est-ce qui se passe en vous si vous dites que vous arrêtez votre marque?» Qui sont tellement simples et que je n'avais même pas envisagées. Et donc en fait, il a suffi qu'elle me dise ça et que je réfléchisse, que je me taise 2 secondes et que je me dise: «Attends, qu'est-ce qui se passe en moi si j'imagine fermer ma boîte?» Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est une espèce d'énorme soulagement. J'ai l'impression que tout le poids du monde s'enlevait de mes épaules. Et donc là, pendant cette séance, j'ai dit ça, j'ai dit: «OK, j'arrête». Et donc je suis sortie de chez ma psy et j'ai appelé ma mère et mon père et mon mari à l'époque pour dire: «En fait, je vais arrêter Septem». Et la décision a été prise, quoi. Et donc je l'ai annoncé 3 mois après parce que, la collection était lancée et que je voulais mettre en vente la collection avant d'annoncer la fin et tu vois? Pour avoir tout le cash et fermer tout proprement, payer tout le monde et voilà, tu vois? Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. OK. Mais en plus, ouais, j'imagine, enfin, comme tu le dis, cabinet d'avocat, bon, c'est pas ta boîte, tu t'en vas et puis voilà, quoi. Là, tu as mis tellement d'énergie, Ouais, mais hem alors il y a plein de gens qui me disent: «Ah, ça doit être tellement dur, Moi, je fais attention à tout, hein. c'est ton bébé et tout». Pas du tout. Ouais. Alors moi, j'ai jamais appelé ma boîte mon bébé, enfin ou alors vraiment je m'en souviens pas, mais c'était pas du tout comme ça que j'étais avec ma boîte. Et franchement, c'est un peu comme, cabinet d'avocat, enfin, j'avais tellement essoré le truc que j'étais un peu là, genre: «Qu'on en finisse et qu'on ferme cette boîte, je n'en peux plus». Alors aujourd'hui, quand il y a des femmes que je croise encore parfois dans mes combis ou des filles qui m'envoient des photos sur Insta et tout, j'adore, ça me touche énormément, mais j'ai aucune nostalgie de cette époque-là. C'était génial à tout un moment, ça a été très dur toute la fin, genre la dernière année et demie très dure. Mmh. Mais voilà, c'était une autre vie et voilà, je suis trop contente. J'ai encore j'ai un exemplaire de chaque pièce, que j'ai faite qui existe toujours et voilà quoi. Enfin, en fait, ça a pas été dur de fermer émotionnellement, ça a été un soulagement en fait. Tellement j'en pouvais plus, ouais. Ouais, ça se sent quand tu le partages. Il y a une question non, mais c'est super parce que tu vois, là, quand je te demandais: «Est-ce que ça a pas été dur après avoir mis tellement de toi?» Tu vois, là, j'étais à fond dans mes projections, de moi.
qui me dit ça, ça doit être comme ça. Mais chacun a un ressenti différent. Et tu as écouté encore une fois ce que disait ton corps. Il disait des crises d'angoisse quand ton téléphone sonnait dans le cabinet d'avocat. Là, toi, la question de ta psy, elle est assez révélatrice. Quand tu imagines arrêter la boîte. D'ailleurs, c'est un très bon conseil, ça, en fait, c'est d'écouter. Bon, j'ai un peu un biais là-dessus, mais c'est d'écouter vos ressentis corporels, en fait. Quand vous imaginez cette émotion-là, qu'est-ce qui se passe en vous? En fait, vous avez la réponse si vous arrivez à écouter ce que votre corps vous dit. Oui, et puis à ce stade, il faut dire que genre, tous les matins, je me réveillais à 4 heures en pleurant dans mon lit. Quand je voyais, en fait, j'ouvrais les yeux et j'avais ma to-do qui s'affichait dans un espèce d'énorme tableau virtuel devant moi. Et genre, crise d'angoisse, je me mettais à pleurer et tout, quoi. Donc Ouais. ça, c'était le dernier mois de ma boîte. Donc là, c'est quand même un signal assez fort que ça va pas fort chez toi. Ouais. Et donc là, il y a quelqu'un qui dit, Anne, tu as arrêté net 2 fois tes activités. As-tu été traversée par un sentiment de je ne suis pas assez forte pour obtenir mon engagement? Pas du tout. J'estimais être super forte, franchement, d'avoir tenu jusque-là. Et puis, quel est cet engagement? Engagement envers qui? Ouais. Engagement envers qui? Anne, tes parents, tes boss, toi-même? Moi, je me suis jamais engagée envers moi-même à faire ça toute ma vie, hein. Je me suis engagée envers personne, tu vois? Je veux dire, je m'estimais déjà être super forte d'avoir tenu tout ce que j'ai tenu, quoi. Attends, franchement, c'était déjà dur jusque-là. Non, non, pas du tout. C'était que du soulagement à chaque fois que j'ai arrêté. Non, mais j'adore parce que ça nous montre une autre lecture et une autre manière possible de voir tous ces changements. Je continue parce que j'ai quand même envie qu'on arrive à la fin de l'histoire, à la fin du live. Donc, tu fermes Septem et là, même question. Est-ce que tu avais un peu une idée de l'après ou comme la première fois, tu étais page blanche, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, là, en fait, pour être tout à fait honnête, je m'étais dit, quand j'ai décidé d'arrêter, je m'étais dit, donc j'étais encore avec mon mari et on s'était dit on essayait d'avoir un enfant et je m'étais dit: «Chambé, je vais faire mon gosse tranquille, mon congé mat, sans rien. Je vais pas directement prendre une activité et tout». Et puis il se trouve qu'en fait, on s'est séparés pendant l'été, on a divorcé, donc plus de projet d'enfant, plus de boîte. Baf! Grosse crise identitaire. Ah. Petite dépression de 2 mois, je pense quand même, hein, bien le fond du trou, fond du trou. Alors, je pense, fond du trou de mon divorce, aussi sans doute un peu de septembre, enfin, tout d'un coup, de nouveau table rase, qui est difficile d'un point de vue identitaire de recommencer entièrement à zéro sur tous les plans, alors que j'avais des projections, en tout cas sur le perso, qui étaient assez vives, quoi, en moi. Là, pendant 2 mois, j'étais vraiment HS totale tout l'été, mais je n'avais pas encore annoncé la fin de septembre. Donc, je devais un peu faire genre, ouh, tout va bien, la collection arrive. Et en fait, j'ai annoncé la fin de septembre. Ça a été une énorme vague d'amour de ouf avec la vidéo d'annonce. Tout le stock est parti direct. Donc, ça, c'était très rassurant pour moi de fermer proprement, que tout le monde soit payé. Gna, gna, gna. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, je me suis dit, j'adorais quand même le podcast. Ça, je kiffais bien. Et les derniers mois de la marque, enfin depuis genre 1 an, comme il y avait un média à côté avec le podcast, j'en avais profité pour commencer à foutre plein de trucs dedans qui me faisaient marrer. Typiquement, j'allais chez des chefs faire des recettes. Rien à voir avec le public, mais moi, j'étais un peu là, genre, c'est une marque lifestyle, on étend l'univers de marque et tout, juste pour me faire un peu kiffer avec la marque, quoi. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais faire un truc dans la bouffe. En fait, je vais quand même vraiment creuser cette piste-là maintenant. Et donc, je vais continuer le podcast parce que ça, j'adore. Mais à l'époque de la marque, ce n'était pas du tout monétisé. C'était un peu un outil marketing et je ne gagnais pas d'argent avec ça. Mais je me suis dit, je vais relancer un podcast, c'était sûr quand j'ai arrêté. Je vais relancer un podcast, mais en gagnant ma vie avec. Même je ne savais pas trop encore comment. Et je vais faire un truc dans la bouffe. Je ne veux toujours pas ouvrir de resto. J'adore écrire sur la nourriture. À ce moment-là, ça faisait, je ne sais pas combien, peut-être 1 an ou 2, où tous les vendredis, sur mon compte Instagram, je faisais un post qui s'appelait le Ventredi, avec un T, qui est vraiment un jeu de mots dont je suis hyper fière, que je n'utilise plus, mais qui était vraiment un de mes hauts faits d'armes de l'époque. Et donc, j'écrivais chaque vendredi, soit une recette, soit un petit billet d'humeur ou une chronique sur un resto dans lequel j'avais été. Ça plaisait bien. Je me suis dit, je vais être journaliste gastronomique. Et donc, j'ai fait les tests et j'ai intégré le fooding pour faire ça. Parce que du coup, la première année, ce qui s'est passé, donc j'ai fermé la boîte. J'ai annoncé la fin, j'ai tout fermé, blablabla, liquidation du stock, fermeture du bureau, tout ça. Ça a pris 2 mois. Et j'ai voulu relancer le podcast. J'ai contacté une régie qui t'aide à trouver des sponsors. Parce que je me suis dit, parce que je voulais gagner ma vie avec. Et il se trouve qu'en fait, donc j'ai dit, je vais faire un podcast, je ne sais pas encore comment il va s'appeler.
parce qu'à l'époque, il y avait le podcast qui était lié à la marque, c'est des parcours d'entrepreneurs, ça se faisait pas beaucoup quand j'avais commencé, quand j'ai arrêté la marque, autant dire que tout le monde faisait ça, c'était beaucoup moins intéressant. Moi, ça ne m'intéressait plus d'interviewer des entrepreneurs. Donc, je me suis dit, je vais faire un podcast sur les émotions. J'étais un peu dans un état émotionnel, on l'aura compris, légèrement fébrile. Et donc, j'ai dit juste, je vais faire un podcast sur les émotions. Et la régie m'a rappelé 2 jours plus tard en me disant, on a trouvé un sponsor qui s'appelle HelloFresh. En plus, c'était dans la bouffe, trop bien, tout ça était bien. Ils veulent commencer la campagne dans 2 semaines. J'ai dit, je n'ai pas de podcast, je n'ai pas de nom, je n'ai pas d'invité. Allons-y, c'est parti. Et donc, il a fallu sortir en fait, là, c'était une très belle campagne pour commencer, de plusieurs milliers d'euros. Je ne vais pas cracher dessus. On va prendre l'argent et commencer le podcast direct. Et donc, j'ai sorti le podcast de terre comme ça en 10 jours, en fait. J'ai invité une de mes meilleures amies qui avait une grosse communauté quand même. Et on a sorti, je me suis dit, ressentir, c'est sympa, c'est un joli mot. Une graphiste avec laquelle j'avais déjà bossé, qui s'était m'a fait le logo en un jour. Et hop, c'était parti, quoi. Donc, tu as réussi l'exploit d'avoir un sponsor avant d'avoir un podcast. En fait, ma chance, c'est que j'avais déjà un podcast avec Septem, que je faisais en dilettante extrême, parce que je n'avais pas beaucoup le temps de le faire, mais que j'avais lancé à une époque où il y en avait très peu, Oui, et qui donc faisait en fait beaucoup d'écoutes quand même. C'est-à-dire qu'en le faisant en dilettante, il faisait déjà 50 000 écoutes par mois. Ok, très bien. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, ça ne fait pas 50 000 écoutes, sauf s'il a déjà une grosse communauté. Et donc, j'avais quand même ces stats-là à montrer à la régie, quoi. Et que quand j'ai arrêté la marque, j'avais beaucoup de trafic sur mon compte parce que la vidéo dans laquelle j'avais annoncé la fin avait été très vue. Et donc, les gens attendaient un peu de savoir ce que j'allais faire. Et donc, le premier mois, quand j'ai lancé le podcast, Ressentir, le premier mois, j'ai fait 100 000 écoutes. C'était des super bonnes stats pour un podcast. Donc, tout le monde était content, mais je veux dire, ça n'aurait pas marché comme ça si je n'avais aucun follower sur Instagram à l'époque et que je n'avais pas un autre podcast. Enfin, tu vois, c'est quand même, on met un peu de contexte, quoi. Le terrain était préparé. Exactement. Et donc, pendant 1 an, j'ai eu Ressentir, où j'ai commencé à gagner ma vie avec ça quand même, parce que j'avais des campagnes de pub dessus, que la régie me trouvait. J'ai fait du journalisme gastronomique au fooding. Le temps de me rendre compte, je pense que c'est intéressant, qu'en fait, c'était pas du tout pour moi, que ça me faisait bien marrer quand je devais faire qu'un post par semaine, mais qu'en fait, quand tu te cognes, il n'y a pas d'autre mot, 6 restaurants par semaine et que tu dois écrire des chroniques dessus, que tu es très mal payé et que tu dois bouffer matin, midi, tu vois, et soir, entrée, plat, dessert et écrire dessus, ça te dégoûte totalement. Enfin, moi, ça m'a dégoûté. Et donc, c'était bien du coup d'expérimenter parce que ça m'a permis de rendre compte que non, pas du tout, je ne voulais pas du tout être journaliste gastronomique. Mais au moins, j'ai été au bout de mon idée. Et comme ça, c'était très mal payé, je ne pouvais pas juste me contenter de faire ça. Donc, j'ai fait la première année le podcast, le journalisme gastronomique. Et à côté, j'ai pris des petites missions de coach, enfin, pas coach, consulting, quoi. Donc, j'accompagnais soit des entrepreneurs qui voulaient de l'aide sur leur com, soit c'était que des filles qui voulaient se lancer dans des trucs ou qui voulaient des conseils voilà, basés sur mon expérience que j'avais eue avec ma marque. Okay. Ça rémunérait bien, mais ça ne me plaisait pas spécialement dans l'exercice. Et c'est au bout d'1 an et demi que Substack s'est implanté en France. Ils sont venus me chercher parce que j'étais toujours aussi bavarde sur Instagram. Je faisais un peu des posts où je racontais ma vie ou des trucs qui me plaisaient. Et donc, ils m'ont dit, lance ta newsletter payante. Là, j'ai lancé ma newsletter payante. Et ça a changé ma vie parce que d'un point de vue kiff personnel d'écriture et financièrement aussi. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment à parts égales le podcast et ma newsletter. Voilà où j'en suis. Canon. Quand tu dis à part égale, en revenu? Il y a autre chose parce qu'il y a quelqu'un j'ai vu une question sur le business plan. Mes activités aujourd'hui, donc c'est le podcast qui me prend, alors pas tout à fait à part égale, tu fais bien de m'en préciser. Je pense que le podcast me prend un peu plus d'un tiers de mon temps, que ma newsletter me prend presque quasiment 2 tiers de mon temps, je pense. Et à côté, j'ai des partenariats d'influence et des partenariats avec des marques. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un contrat à l'année avec Cézanne. J'ai quand même plusieurs contrats comme ça avec des marques qui m'assurent un revenu mensuel. Et si ce n'est pas mensuel, je fais... Il y a des marques qui me prennent pour des talks, voilà, des one-shots comme ça, mais que j'adore faire et que je choisis uniquement parce que c'est des marques que j'aime beaucoup, quoi. Et la rémunération, je dirais que c'est
Ouais, c'est pas vraiment 2 tiers, 1 tiers entre la newsletter et le podcast, ni moitié-moitié, c'est un peu entre les deux, tu vois, entre ça, quoi. Ok. Est-ce que Kenda, tu veux réagir un petit peu sur ce que nous a partagé Jessica? Absolument. Il y a un truc que je veux vraiment, vraiment, vraiment dire. Après, je trouve que c'est bien de laisser la parole à Jessica parce qu'il y a beaucoup de questions aussi pour elle. La chose que je veux vraiment dire, c'est qui m'a touchée quand tu l'as dit et que je pense qu'il est important que les gens l'entendent, c'est il ne faut pas forcément attendre d'être prêt pour se lancer. En fait, quand on a une opportunité, quand il y a une opportunité qui arrive, même si on n'a pas encore l'invité, même si tout n'est pas ficelé, c'est en faisant qu'on va continuer à affiner, etc. Donc, allez-y, si vous avez l'opportunité. Après, il ne faut pas forcer. Ouais. Et typiquement, les premiers épisodes, j'ai dû en réécouter un pour une raison, j'ai eu envie de me tirer une balle. Vraiment, et là encore, et là, il y a une marque qui m'a prise récemment pour faire un talk sur le rapport au corps. Et il se trouve que ma toute première newsletter, c'était le sujet. Et donc, quand j'ai accepté, je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir couper ce que j'avais fait dans ma première newsletter. J'ai été lire ma première newsletter, j'avais envie de me retirer une balle. Donc, en fait, et je pense que c'est normal d'avoir honte parce que l'un et l'autre, je ne savais pas vraiment ce que je faisais, quoi. Oui, j'aimais bien écrire, mais franchement, le niveau de mon podcast et de ma newsletter entre maintenant et le moment où j'ai commencé, ça n'a rien à voir. Et justement, ça vient vraiment illustrer le fait que, en fait, la confiance en soi, etc., grandit avec l'expérience. En fait. C'est en expérimentant, c'est en faisant qu'on va avoir de plus en plus confiance en soi, qu'on va être de plus en plus fier et pas l'inverse. Parce que souvent, quand j'accompagne des personnes, elles me disent « Oui, mais j'attends d'avoir confiance en moi pour me lancer. » Ah non, si tu attends d'avoir confiance en toi pour te lancer, tu ne te lances presque jamais. Et ça vaut pour mes collections dans la mode aussi, c'est la même chose. Ma première collection, elle me fait trop honte aujourd'hui, alors que la dernière était vraiment, c'était très très bien fait, quoi. Exactement. J'adore. C'est ce que je voulais dire. C'est toi qui fais ma pub, t'es trop mignonne, Marine. Parce qu'on parle de la newsletter, mais tu ne l'as pas beaucoup cité le nom, donc La Vie Gourmande pour La Vie Gourmande. C'est une newsletter qui est en partie payante, en partie gratuite. Si vous voulez aller voir la première newsletter dont parlait Jessica. C'est sur le rapport au corps. Elle est gratuite, celle-là. Donc oui, en fait, les gens payent un abonnement mensuel qui est de 6 € par mois ou de 60 € par an. Pour ça, tu reçois les newsletters qui sont envoyés pendant ton abonnement, plus tu as accès à toutes celles que j'ai déjà envoyées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a plus de 45. Et ce qui est important à dire, c'est qu'il y a une version audio aussi qui est très, très écoutée. Chaque newsletter, tu peux l'écouter avec un accompagnement musical sur mesure et tout. Et j'ai vu une question qui est intéressante, et si donc je me permets de la poser moi-même, mais c'est, vous pensez continuer votre activité actuelle pour la vie? Oula, Laura, comme tu as. Non, enfin, j'en sais rien. Non, vraiment, non. Je pense que déjà, mon métier aujourd'hui n'existait pas à l'époque où j'ai fait des études, ni l'un ni l'autre. Ni avoir une newsletter payante, ni avoir un podcast. Donc, c'est quand même assez rigolo quand il pense. Mais typiquement, là, je suis en plein questionnement. Là. Je suis partie en Inde récemment. Et je me disais, est-ce que je suis allée au bout de ce que j'avais à donner sur le podcast? Est-ce que j'ai encore des choses à raconter dans mes newsletters? Alors, en Inde, je me suis dit, totalement, oui, complètement, j'ai envie de continuer. Mais depuis que j'ai ma newsletter, il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont approché en me disant, tu veux pas écrire un livre? Et je dis, alors, franchement, non, j'ai pas de sujet. Et puis, je m'en sentais pas légitime, quoi. Et en fait, en Inde, j'ai une idée de sujet. Donc là, en exclusivité pour ce live, je l'annonce, je vais faire une petite pause pendant 2-3 mois. Je ne sais pas encore comment je vais répartir entre ce que je vais mettre en pause entre la newsletter et le podcast, mais pour écrire mon premier roman. Oui. Et donc, voilà. Mais je suis trop contente, ouais. Voilà, pour ceux qui sont en live, vous avez une exclue. Tu as vu, tu as plein de waouh, waouh, waouh. Il y a une question qui est, on déborde un petit peu, on va bientôt terminer, mais c'est intéressant, je trouve. Marion Sadi, c'est peut-être hors sujet, pardon, mais comment tu deals aujourd'hui avec l'IA, étant donné que ton travail est surtout basé sur l'écriture? Qui est une question intéressante, je trouve. Hyper intéressante, j'adore cette question, merci. Eh bien, je l'utilise, mais une fois que j'ai fini d'écrire mes newsletters. Quand j'ai fini de l'écrire en entier, elles sont longues, moi, mes newsletters, à l'oral, c'est 20 minutes de lecture. Et une fois que j'ai fini, je le mets dans ChatGPT et je lui demande s'il y a des fautes d'orthographe ou de grammaire ou quoi. Et parfois, quand j'ai des doutes sur des mots, je lui dis, est-ce que tu penses que ce mot est le plus juste? Donne-moi des alternatives ou, limite, je l'utilise comme dictionnaire des synonymes, quoi. Comme ça, je l'utilise. En revanche, je lui fais jamais écrire mes trucs.
parce que tu vois que ces phrases, mais alors je pense que ça va peut-être évoluer un jour, mais aujourd'hui, ces phrases sont tellement reconnaissables. Et il y a beaucoup de gens que je vois envoyer des newsletters où tu vois, franchement, n'importe qui utilise ces chats une fois, tu vois comment il écrit, ça fait tellement mal au cœur, moi, quand je vois, tu repères directement dans une newsletter la phrase qui est ChatGPT, et il suffit d'une phrase pour que je trouve qu'après, moi, j'ai plus confiance en l'auteur, et du coup, j'ai même plus envie de le lire, parce que du coup, tu as l'impression qu'il n'a rien écrit, que toute la newsletter est écrite par Chat ou Claude ou peu importe. Et donc ça, je trouve qu'il faut faire hyper gaffe. Et puis surtout, moi, si je fais cette newsletter, parce que j'adore écrire. Donc, j'ai pas du tout envie de déléguer cette partie-là, quoi. Ouais. Et micro-question qui est revenue plusieurs fois dans le chat, donc je te la pose. Est-ce que tu as pris des cours d'écriture ou est-ce que c'est une faculté innée chez toi? Je sais pas si c'est inné, mais non, mais je lis énormément depuis longtemps. Et je pense que lire, c'est la meilleure école. Et j'ai pas pris de cours. Mais il y a des écoles qui sont très bien. Il paraît que les mots, il paraît que c'est super comme école d'écriture. Ok. Et voilà. Je- Et pour l'IA, si la question était plus largement est-ce que j'ai peur d'être remplacée, pas du tout. Parce que les gens qui s'abonnent à ma newsletter, je sais qu'ils le font en partie pour mon propos, mais surtout parce que c'est moi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout de l'excès d'ego que de dire ça, mais parce que les gens ont envie de savoir ce que moi j'ai à raconter sur un sujet. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Et puis, et que je sais et franchement, j'ai un style qui est assez particulier. Alors on aime ou on déteste. Il y a des gens qui détestent, mais j'ai un style qui est quand même pas assez singulier. Et aujourd'hui, j'ai fait le test parce que j'ai un ami qui est très calé sur l'IA et qui m'a dit non, mais si tu mets toutes tes anciennes newsletters dedans et que tu lui dis d'imiter ton style, tu vas voir, ça va être genre impossible de distinguer. Alors, je sais pas si c'est que moi aussi. Si je donne à quelqu'un d'autre, il va dire ah oui, c'est de Jessica. Mais moi, quand je disais quand il me copiait ou qu'il imitait mon style, c'était genre ridicule, ça n'avait aucun sens. Donc, pour l'instant, j'ai pas peur d'être remplacée par l'IA, loin de là, quoi. Ok. Je vois Laura, une question. On a beaucoup parlé de changement de carrière quand on n'est plus aligné ou on n'aime pas son métier. Mais est-ce que Chance s'occupe aussi des gens qui adorent leur métier mais ne le considèrent pas comme un métier mais une vocation, mais qui sont dans un secteur en crise ou qui paient un trop gros prix pour exercer? La réponse est oui. Chance, donc c'est un bilan de compétences. Vous avez accès à un coach comme donc Kenda qui est coach Chance, qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle. C'est finançable par le CPF. Donc ça permet en fait d'avoir un accompagnement à un prix qui est complètement abordable vu que c'est pris en compte par votre CPF. Et après, vous ajustez vos objectifs avec votre coach en fonction de votre réalité. Si votre réalité, elle est j'aime mon métier, mais il faut des ajustements ou un pas de côté pour l'exercer dans une manière qui sera plus fructueuse pour moi, tout est possible et ajustable en fait selon vos objectifs, selon vos contraintes, selon tous vos critères. Donc oui, complètement. Et je vais reprendre une phrase que j'ai vue dans le chat qui va peut-être nous faire clore parce qu'on a un peu dépassé l'heure, c'était sûr. C'était Marion, génial, fan club depuis le début. Merci, merci pour cette approche super solaire de la vie qui, je trouve, résume bien cet échange avec Jessica aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est trop sympa et c'est trop chouette. J'ai jamais eu, parce qu'à l'époque j'ai pas fait beaucoup de live depuis l'époque du confinement, mais les gens réagissaient pas trop à chaque fois. Et là, les gens étaient hyper actifs. C'est trop agréable. Ouais, écoute, je pense aussi que tout le monde était hyper content de te rencontrer, d'échanger avec toi. Donc, je le redis, la vie gourmande pour la newsletter de Jessica, le podcast Ressentir, le compte Instagram aussi qui est très chouette si vous voulez voir toutes les actus de Jessica en temps réel. Je vois que tu as plein de merci dans le chat. Merci aussi beaucoup, Kenda, pour tes éclairages côté coach, pour tous les articles et ressources que tu as pu nous partager. Donc voilà, là, Jessica, je te laisse prendre le flow. C'est trop sympa. Et je vois qu'il y a déjà plein de gens qui vont acheter le livre. Je vais le dire à l'éditeur. Bah oui, tu aurais dû préparer le lien de précommande, là. T'as loupé Ah ouais, même moi, je veux. Non, mais après, en revanche, on a les adresses email des personnes qui ont participé au live. Donc, si tu as un lien, Jessica, à nous envoyer prochainement, on pourra faire suivre aux invités du live le lien. Attends, tu parles de la précommande du livre? Ouais. Mais je n'ai pas commencé à l'écrire. Tu sais que moi, j'ai déjà sur Ulule, tu as des personnes qui font avant de commencer à écrire. Hein. Ah non, non. Ça me met trop de pression. Attends, non, je Est-ce que m'arrête. tu as, dernière question, après, vraiment, j'arrête. Tu as un peu une idée du sujet? Oui, quand même. Oui, parce que j'ai vu, effectivement, il y a des gens qui suivent très bien dans ce chat. En fait, il y a longtemps, quand j'ai arrêté la marque, comme je pensais faire du journalisme gastronomique, j'avais aussi commencé à écrire un livre sur le lien entre émotion et alimentation. Et en fait, ça m'a rapidement gonflé. Et il ne faut vraiment pas être gonflé par un sujet pour écrire un livre dessus, vu le temps que tu passes à l'écrire. Et donc, ça, c'est plus du tout d'actualité. Et là, a priori, c'est une histoire d'amour. A-t-on assez d'histoires d'amour dans les livres? Moi, je ne pense pas.
Non, et surtout, il y en a tellement, de différentes et d'uniques. Hâte de savoir c'est quoi une histoire d'amour, à la Jessica, avec sa plume. Et ce sera Merci, peut-être un peu d'autofiction, qui sait? qui c'est, trop chouette. Beau teasing. Là, tu as génial, tes newsletters sur l'amour sont mes favorites, hâte de le Trop bien, sympa. merci encore 1000 fois Jessica pour ton temps, pour ta générosité, Merci. pour, ce parcours. Tu as vu, hein, c'est pas moi qui le dis, hyper inspirant parce que, qui sort des sentiers battus, qui se réinvente et qui montre, je sais plus une personne qui l'avait dit dans le chat qu'en fait, on peut se réinventer plein de fois et c'est ça qui est génial et qu'on a aussi la pression sur, les projets qu'on lance, c'est qu'on lance et puis on verra, on peut changer, on peut réadapter. Merci Kenda pour ton éclairage au vu de toutes les personnes que tu as accompagnées et qui ont eu un avant et un après avoir rencontré Kenda dans leur vie aussi avec chance. Merci à toutes et tous. Et moi, je suis hyper mauvaise pour dire au revoir, mais il va falloir qu'on clôt. Donc, merci beaucoup. Attends, juste, il y a Voici. quelqu'un qui demande si on peut avoir accès au live enregistré. Et je vois que c'est vrai qu'effectivement, vous le rediffusez quelque Oui, part. tout à fait. Toutes les personnes qui sont inscrites au live, vous allez recevoir le replay là juste après. Et on le postera aussi sur YouTube, donc on pourra vous envoyer le lien. Parce que je sais pas. Non, si je pense que vous pouvez transférer le replay du live que vous allez recevoir. Je pense que ça fonctionne. Ok, trop Et bien. si ça ne fonctionne pas, allez, marine.ravinet@chance.co, vous m'écrivez un mail et je vous aiderai à retrouver le live si vous ne l'avez pas, mais normalement, vous allez le recevoir par email. Trop bien. Merci à toutes et tous, parce qu'il y avait des garçons. Rappelons-le. Merci beaucoup, beaucoup. Passez une bonne après-midi tout le monde. Bon après-midi. Un bon long week-end. Salut! Salut.